Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Ce joueur se trouvant démarqué peut shooter au but. Pars et garde ton rythme. Pierre Villepreux, je suis né en 1943, en juillet 1943. Je me suis marié très jeune et j'ai eu la chance d'avoir 2 superbes enfants qui m'ont fait aujourd'hui grand-père 4 fois. J'ai fait mes études secondaires au lycée de Brive, puis je suis parti et j'ai joué au club de Brive, puis je suis parti à l'université de Toulouse pour faire mes études en éducation physique et j'ai joué au club de Toulouse. Je suis donc resté joueur du club de Toulouse et à ce titre j'ai aussi dans cette période joué en équipe de France de rugby. Et par la suite, j'ai pensé que c'était bien d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Je suis parti comme prof d'éducation physique et à la fois cadre technique à Tahiti, où j'ai fait une expérience fabuleuse. Je suis rentré en France et été côtoyé par la fédération italienne pour prendre en main à la fois la direction technique de cette fédération et l'entraînement de l'équipe nationale. Ce fut aussi une expérience très très intéressante dans un milieu, une culture bien sûr différente. Retour à Toulouse et là, en tant qu'enseignant, responsable de la section sport-études, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et également entraîneur, je deviens entraîneur du Stade Toulousain pour 10 ans et j'ai réussi à avoir quelques excellents résultats avec bien sûr ce club. Par la suite, j'ai fait quelques expériences à droite à gauche à l'étranger et j'ai été appelé en 1996 à la tête de l'équipe de France avec Jean-Claude Scrella, ou je dirais plutôt grâce à Jean-Claude Scrella, ce qui m'a amené à réaliser une Coupe du Monde en 1999 et le plaisir de jouer une finale. Ensuite, à la demande de la Fédération française, j'ai pris le poste de DTN pendant 4 ans, que j'ai quitté il y a 6 mois pour aujourd'hui être à la Fédération internationale, l'IRB, en tant que RDM, c'est-à-dire Regional Development Manager du rugby pour l'Europe. Le développement du rugby sur les nations, disons, en voie de développement. Tout jeune, je pense que j'ai été amené à suivre une carrière qui visait à non seulement jouer à un sport particulier comme le rugby, mais aussi à entraîner, simplement parce que dès l'école primaire, j'ai eu la chance de rencontrer un instituteur qui nous a toujours permis d'avoir une activité physique pendant les récréations, de manière très libérée, où on jouait au foot, au rugby, au basket, on sautait en hauteur, on sautait en longueur. Et cette
cette quête, cette envie de bouger, d'être toujours en mouvement, je crois que je la dois à cet instituteur. Il participait également avec nous et ça m'a montré également de suite que quand on avait des conseils avisés, eh bien on progressait. Ça, pour moi, ça a été un important moment de ma vie. Par la suite, j'ai retrouvé au lycée à Brive un peu le même terreau, à savoir des cours de récréation où on pouvait faire ce que l'on voulait, des enseignants d'éducation physique qui étaient toujours disponibles. On faisait chaque fois des activités différentes, mais de grand terrain. Et naturellement, j'ai été amené, grâce aussi à un prof d'éducation physique, à jouer au rugby. J'ai commencé à jouer au rugby à 16 ans, donc je ne suis pas passé par le circuit traditionnel des écoles de sport. Et là aussi, ce prof d'éducation physique, que j'admirais beaucoup d'abord parce qu'il était un joueur de l'équipe de Brive, m'a beaucoup apporté. J'ai compris combien il était important de posséder un entraîneur, un éducateur qui permette de développer un potentiel, évidemment, qui en moi quand même existait, puisque après j'ai été sollicité par le club de Brive pour jouer. J'ai donc joué à Brive à partir de 18 ans et en équipe première. Par la suite, je suis parti sur Toulouse parce que je suis allé faire mes études d'éducation physique là-bas. Et là aussi, le fait d'être confronté à l'enseignement du sport m'a donné par la suite toutes les compétences, entre guillemets, pour aller vers l'entraînement du sport que j'aimais bien. Il faut dire que devenant aussi joueur de l'équipe de France, à l'époque, curieusement, il n'y avait pas d'entraîneur. Et donc, c'était les joueurs qui faisaient l'entraînement. Et on nous demandait, nous, bien sûr, les profs d'éducation physique, nous étions 2 ou 3, eh bien, de nous occuper de l'équipe. Et quand nous partions en tournée ou avant les matchs, où on se réunissait 2 jours avant, pas davantage, on nous disait, bon, faites l'échauffement, qu'est-ce que vous pensez de comment on s'entraîne, etc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, on avait eu la possibilité, nous les profs de gym de l'équipe, de s'occuper déjà d'entraînement au plus haut niveau. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Je voudrais revenir un petit peu en arrière parce qu'au Stade Toulousain aussi, lorsque je suis arrivé, l'entraîneur, comme j'étais un joueur connu, ne s'est pas posé de questions. Il m'a dit, Pierre, moi je m'occuperai des avants, toi tu t'occuperas des lignes arrière. C'est comme ça que ça se passait. Et donc j'ai entraîné, je dirais, sans savoir trop où j'allais, ni comment entraîner. Alors qu'est-ce que je faisais? Je faisais ce que j'avais subi précédemment, subi dans le bon sens du terme. Et également, comme je faisais des études d'éducation physique, quand même, j'ai essayé de comprendre comment les joueurs se construisaient, comment on enseignait le rugby et quelle était la meilleure démarche. Ce qui m'a amené, bien sûr, à rencontrer des gens qui faisaient référence, en particulier René de Leplace. J'ai fait des stages avec lui. Et j'ai de suite compris que le joueur, c'était pas seulement quelqu'un à qui on donnait les moyens d'avoir une quantité de techniques individuelles et que ça suffisait pour bien jouer au rugby, qu'il y avait une autre manière d'enseigner le jeu, de préparer le joueur au fil du temps, depuis son début, depuis qu'il est débutant, jusque, bien sûr, au plus haut niveau. Et cette expérience avec de Leplace m'a extrêmement marqué, parce que ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait réellement développer les qualités à la fois technico-tactiques des joueurs, physiques et mentales, et tout ça dans un même, je dirais, ensemble, dans un même mouvement. Cette expérience fait un peu seule, dans le cadre du Stade Toulousain ou de l'équipe de France, a été intéressante parce que
on reproduisait ce que l'on avait vécu, tout simplement. Et le vécu de ce qu'il y avait, le vécu de séances d'entraînement faites à l'époque, c'était essentiellement où on se préparait physiquement, et c'était la séance de préparation physique, ou bien on se préparait techniquement et on reproduisait simplement des gestes techniques, la passe d'une manière générale, ou bien on reproduisait des formes de jeu et sans opposition, sans personne en face, c'est-à-dire que c'était la reproduction la plus fidèle possible du match. Les touches, les mêlées et des schémas tactiques qui étaient mis en place, montés de manière tout à fait artificielle après ces touches et ces mêlées. Et puis ça s'arrêtait là. Et je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Et c'est pour ça que ensuite, en ayant suivi les stages de Le Plate, j'ai très bien compris que le joueur de rugby, on ne utilisait pas son potentiel, on n'utilisait pas l'humain avec tout ce qu'il peut rendre quand on le met réellement en situation. Et c'est là que je me suis dit qu'en définitive, pour utiliser optimalement le potentiel des joueurs, il fallait les placer en situation de jeu et qu'il y ait un grand volume de jeu. Il faut que dès le plus jeune âge, on puisse jouer, peut-être avec des règles aménagées, mais en tout cas jouer. Et ce volume de jeu, pour moi, il est capital pour acquérir les sensations utiles. Moi, je l'avais vécu en tant que gamin dans la cour de l'école et je pense que c'était incontournable pour devenir réellement un champion. Que le reste, tout ce qui est détail, tout ce qui est technicité, tout ce qui fait qu'à un moment, on a besoin d'outils techniques pour réaliser ce que l'on a bien vu, ce que l'on a bien perçu. Bien sûr qu'il faut que ça arrive, mais ce volume de jeu, et ce volume de jeu dans la plus grande liberté, dans la plus grande responsabilité, où le joueur peut s'exprimer totalement et faire des erreurs et réussir, je crois que ça, c'est déterminant pour avoir des joueurs qui, après, soient utilisés avec leur meilleur potentiel. C'est pour ça que, par la suite, lorsque je me suis mis à entraîner en Italie, à Tahiti et après au Stade Toulousain, j'ai essayé de développer ça. Tahiti a été pour moi extraordinaire parce que je suis tombé dans un pays où le rugby n'existait pas. Il y avait une ou deux équipes qui jouaient, mais c'était des Français ou les marins qui s'arrêtaient, mais il n'y avait pas réellement de rugby. Et j'ai essayé de lancer le rugby dans cette petite île en y apportant une connotation extrêmement ludique. Je crois que si j'étais arrivé avec mes outils seulement techniques, je n'aurais pas réussi. Et là, j'ai fait jouer les petits Tahitiens de suite avec des règles simples. Ils ont joué, ils ont aimé, ils ont ri, ils ont pris du plaisir et j'ai amené peu à peu la technicité quand c'était nécessaire, c'est-à-dire cette construction du joueur qui vient derrière les aspects cognitifs, mais et le technique n'est que secondaire. Et au travers du plaisir, j'ai réussi à développer le rugby à Tahiti avec beaucoup d'équipes, beaucoup de jeunes joueurs. Et ça a été une expérience pour moi extrêmement intéressante, en tant qu'enseignant d'abord, et en tant qu'entraîneur ensuite. Parce qu'en fait, j'ai pas modifié ma manière de concevoir le rugby, y compris au plus haut niveau, après. Lorsque j'ai pris le Stade Toulousain, j'ai, pendant les premières années, voulu ce volume de jeu et ce volume de travail. Et toutes les séances étaient faites de jeu. Et évidemment, jeu évalué, jeu où la formation était toujours présente, mais jeu quand même, où les joueurs s'imprégnaient totalement des mouvements collectifs, comment les uns se greffaient sur ces mouvements collectifs, se greffaient les uns sur les autres, et qu'ils prenaient du sens pour les joueurs qui avaient, derrière des principes communs et des références communes, un fond de jeu qui leur permettait après de comprendre
pourquoi il fallait gagner la balle en touche et pourquoi il fallait la gagner en mêlée. C'est-à-dire que la référence, le rugby commence par les mêlées, par les touches, a été un peu démystifié. Et ça a très bien marché. L'école toulousaine, à ce moment-là, a été, je pense, une référence, pas seulement parce qu'on gagnait, mais parce qu'on avait amené un style de jeu qui était un peu novateur. Ça s'est appelé le jeu de mouvement. C'était le titre du bouquin de Monsieur de Leplace, et je trouve que cette expression du mouvement, elle ne peut se faire que si les joueurs sont disponibles pour travailler d'une certaine manière et pour adhérer à des principes de fonctionnement en jeu qu'ils ont vécu, qu'ils maîtrisent et qu'ils font bien sûr évoluer. Ce choix, il a été fait, je pense, bien avant que j'entraîne en définitive. Ça s'est matérialisé dans mon esprit bien avant. Je sentais bien que le mouvement, c'était ce qu'il fallait enseigner. Et c'était ce qu'il fallait enseigner de manière prioritaire. Alors cette conception de l'entraînement, je l'ai mis, je dirais, au feu de toutes les actions que j'ai pu mener à droite et à gauche. Et j'ai compris combien il était difficile, quand même, de modifier le profil des joueurs à qui on s'adressait à partir du moment où ils ont été formés différemment. C'est très difficile. Et en particulier, les joueurs formés essentiellement par la répétition de gestes techniques ont du mal à accéder à ça. C'est pas qu'ils auraient du mal à y accéder, c'est que mentalement, ils n'ont pas trop envie d'y aller. Et quand on traîne des pieds dans ce type de travail, eh bien, on ne progresse pas. Ce goût du mouvement, du jeu à mouvement, ce sens de vouloir toujours créer quelque chose quand tout bouge, ça, je l'ai parfaitement ressenti comme joueur. Ma quête de joueur, c'était d'avoir le ballon dans les mains, c'était de courir avec, c'était de créer des choses, d'utiliser les bons soutiens. Et effectivement, ma première expérience, lorsque je suis arrivé à Brive, je jouais demi d'ouverture. Demi d'ouverture, ça me plaisait bien parce que tous les ballons passaient par moi. Donc j'étais le trieur. Là, je distribuais le jeu. Ça m'allait très bien parce que je pouvais courir, je pouvais taper, je pouvais faire jouer les autres. Ce pouvoir de décision m'intéressait. Et puis l'entraîneur de l'époque me dit bah, écoute, tu sais, on a une bonne ouverture en première. Si tu veux jouer en première, il faudrait que tu joues arrière. L'arrière doit plaquer l'attaquant porteur du ballon. Quand il a arrêté ce joueur, il a fait son devoir. Pour dégager plus loin et plus sûrement en touche, l'arrière doit s'écarter de la touche vers le centre du terrain. L'arrière oblige l'ailier attaquant à s'engager dans le couloir le long de la touche où il le coincera. À l'époque, les arrières, c'était des gens qui jouaient arrêtés, qui étaient plutôt lourds, qui avaient un bon coup de pied, mais qui ne couraient jamais avec le ballon. C'était la dernière barrière, disait-on. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et moi, je voulais pas jouer, je voulais bien jouer arrière, mais pas comme ça. Je voulais faire ce que je voulais, parce que je me suis dit, arrière, ok, à une condition que je puisse aller où j'ai envie. Puisque tu es le dernier et que personne ne te voit, il doit y avoir des possibilités pour récupérer les ballons à droite et à gauche, aller les solliciter. Et donc, j'ai vulgarisé cette manière de s'intercaler dans la ligne de trois quarts et d'arriver un peu de manière au dernier moment pour surprendre les défenses. Et ce poste, évidemment, m'a beaucoup plu parce que c'est devenu un poste de créativité. C'est devenu un poste qui est déterminant dans le rugby moderne. Et ça a guidé ma vie de joueur, totalement. J'ai été catalogué comme un joueur de mouvement, capable de courir, de s'intercaler à tout moment, n'importe où, et même quelquefois, un journal anglais avait dit Pierre Villepreux, il s'intercale comme un fantôme, on ne le voit pas arriver.
c'était le plus beau compliment qu'on puisse faire à un arrière, d'être un joueur que l'on ne voit pas et puis qui arrive et fait la différence. Ça, c'est une reconnaissance quand même extrêmement belle. Et donc, j'ai toujours essayé, comme joueur, de mettre en application ce mouvement et d'investir mes potes dans ce type de jeu. Et je dois dire qu'en équipe de France, à un certain moment, peut-être même trop, il y a eu un jeu qui était basé essentiellement sur gain de balle, circulation du ballon et Pierre Villepreux qui arrive pour faire la différence. Il y avait cette volonté de jouer pour un joueur bien précis. Et ça, évidemment, ça a été tout bénef pour moi d'abord et surtout un très grand plaisir que j'ai pu prendre dans ma carrière. Une anecdote aussi, j'avais été invité à jouer avec les Britanniques. Et ces Britanniques, c'était pas les Bavarians, c'était une sélection mondiale. Et on avait joué contre l'Angleterre, 4 équipes, 4 sélections, et en finale, un test match contre l'Angleterre. Et dans l'un des matchs contre les sélections, j'ai joué et j'ai marqué 4 essais. 4 essais j'ai marqué. Et à la fin du match, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit « Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Comment un arrière peut-il marquer 4 essais ?» Il dit « C'est pas votre rôle, ça. Votre rôle, c'est d'attraper le ballon et de taper en touche. » Il ne comprenait pas. Il était outré de voir qu'un arrière, il outrepassait ses droits, quoi, en définitive. La mêlée, elle se gagne là, elle ne se gagne pas ailleurs. Hein. C'est pareil que les positions et la force. Hein. C'est la capacité à être lié. Voilà. Vous voyez que vous êtes mieux. Alors évidemment, cette méthode passait par la mise en place de contenus d'entraînement qui étaient a priori à la fois ludiques, mais d'une grande rigueur pour les joueurs. Il ne s'agissait pas de jouer pour jouer, mais il s'agissait de jouer en respectant des principes. Et on était très à cheval sur les principes. Quand ça ne marchait pas, là, on était avec mon collègue Scrella redoutable sur ça, quel que soit le poste du joueur. Quand il y avait des erreurs sur les principes de jeu, là, ça ne collait plus du tout et on remettait toujours les pendules à l'heure sur ça. Après, on leur laissait bien sûr une grande liberté de choisir, de s'exprimer, mais il y a des principes de jeu en rugby qui sont incontournables et que l'on ne peut pas brader. Et le joueur, quelle que soit les formes d'entraînement proposées, où c'était un travail avec opposition, que celui-ci se fasse 15 contre 15 ou se fasse de manière un peu plus partielle, 8 contre 8, ou les avants contre les avants, les trois quarts contre les trois quarts, il y a toujours ces principes qui doivent apparaître et qui doivent être à la disposition en permanence du joueur. Le principe d'avancer, le principe de soutenir, où soutenir, comment soutenir, le principe d'utilité, est-ce que je suis utile près du ballon, est-ce que je suis utile dans l'espace. Le joueur devait incarner par son implication, par son positionnement, par son action, la mise en place de ces principes. Après, bien sûr qu'il fallait les outils pour les réaliser, mais ce n'était pas le plus difficile à mettre en place. Et la technicité était le complément que l'on mettait en place par rapport à ce qui avait été bien compris dans ces situations d'opposition où quelquefois le combat était rude, tout aussi rude que dans les matchs de championnat. Les joueurs avaient quelquefois râlé, ils disaient « ouais, on se gagne la place dans les matchs d'entraînement ». Pourquoi pas, après tout? Il faut aussi reproduire les difficultés qui sont celles de la compétition. Et là, bon, l'entraîneur, il doit savoir aussi choisir ses leaders, ceux qui vont donner cette dynamique. Ces gens avec qui il va être peut-être très dur, mais qui vont amener les autres à se dépasser et à être toujours au top. Bien sûr, pour bien fonctionner avec un groupe, faut-il encore que le groupe il ait confiance en vous. Et cette confiance, je crois qu'il faut que l'entraîneur sache l'acquérir. L'acquérir par des types de comportements bien précis.
Et la première des choses pour moi, c'est qu'il doit connaître comment fonctionne l'humain. Il doit connaître ses joueurs. Et quand j'ai commencé, quelles que soient les expériences que j'ai faites, j'ai essayé de comprendre comment les gens fonctionnaient dans leur contexte, dans leur environnement, avec la formation initiale qu'ils avaient eue, et de comprendre aussi sur quels joueurs je pouvais m'appuyer. On sait très bien que les groupes sont toujours constitués de gens qui influencent les autres, d'autres qui suivront le mouvement et puis d'autres qui risquent de vous poser quelques problèmes. Alors, il faut bien sûr arriver à gérer tout ça. Gérer tout ça, ça veut dire qu'on est confronté à des personnalités différentes, des fois des personnalités difficiles, qu'il faut apprendre à réellement connaître qui sont ces gens-là, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que c'est qui leur plaît, qu'est-ce que c'est qui leur plaît pas. Et l'entraîneur, à un certain moment, il est certainement le chef, oui, le coach, le responsable, mais c'est aussi quelquefois un ami, peut-être un conseiller, un père de famille, quelqu'un qui a une autre casquette. Il ne faut pas rester sur le même registre. En tout cas, il faut toujours essayer d'avoir la pertinence de dire, bon, là, je change de casquette, je deviens plus humain ou je deviens plus dur, selon les circonstances. En tout cas, il faut accepter que les joueurs ne peuvent pas être vos amis. C'est pas possible. On peut certainement avoir de bonnes relations avec eux, mais en faire des amis, c'est une mauvaise stratégie. Ça amène des conséquences qui développent un sentiment de copinage qui ne va pas avec la haute performance. Et donc j'ai toujours essayé de rester un petit peu en marge, quelquefois bien sûr d'aller vers la fête et la convivialité lorsque c'était utile et lorsque les joueurs le méritaient, il ne faut pas le regretter. Mais combien de fois les joueurs m'ont dit « Ouais Pierre, tu fais jamais la fête avec nous, tu viens pas ». Je ne souhaitais pas faire la fête avec eux, alors que quand j'étais joueur, je faisais la fête. Donc ça, je l'ai rapidement compris. On me l'a aussi un peu reproché, mais je pense que c'était extrêmement utile. Il faut aussi que le joueur il sache qu'il peut compter sur vous pour progresser. Il faut qu'il sache que vous êtes une ressource et qu'il n'ait surtout pas ni honte ni peur de venir vous voir, quelles que soient les circonstances. Celles qui touchent le jeu, bien sûr, dans sa progression, celles qui le touchent dans sa vie d'homme, tout simplement. On est une ressource et il faut que les joueurs en aient extrêmement conscience. Quand il y a un discours technique à tenir, une évaluation de match, une analyse de match, si celle-ci reste collective, elle doit porter essentiellement sur le jeu, pas sur les hommes, pas sur la réalisation individuelle des joueurs. Ça, pour moi, c'est déterminant. Parce que tout le monde va se retrouver derrière un mauvais match en disant « bon, on a mal joué, pourquoi on a mal joué ?» mais pas pourquoi il a mal joué. Le discours individuel doit se faire en bille à bille avec le joueur. Si on a quelque chose à lui reprocher, c'est individuellement et non devant le collectif. Et puis il y a un mot que j'aimais beaucoup utiliser avec les joueurs quand on se fixait des objectifs, c'était rivaliser. Pour moi, c'est bien mieux que gagner. Quand on dit on va être champion de France, oui, ça peut traumatiser parce que les joueurs ils peuvent se dire champion de France, on n'y est pas encore. Non. Par contre, quand on leur dit il faut rivaliser avec les meilleurs ou toi tu dois rivaliser avec le meilleur joueur, il sait ce que ça veut dire. Il veut dire que quand il va l'affronter, il y aura ce défi et que ce défi, il peut aussi le gagner. Quand on rencontrera la meilleure équipe, si on rivalise, on peut aussi gagner. Et donc, cette philosophie, j'avais essayé de la mettre en place au Stade Toulousain et ça a très bien marché.
comme en tant que DTN, j'ai essayé réellement de mettre en place une filière de formation fédérale qui tienne vraiment la route. On est tombé dans une période où les clubs professionnels devaient se doter de centres de formation. La fédération avait bien ses sections sport-études, maintenant pôle espoir, mais n'avait pas de pôle France. Alors j'ai essayé d'harmoniser tout ça et de faire en sorte que le joueur qui est détecté, il puisse de manière très transparente savoir où il va, avec qui il va et jusqu'où il va. Je suis contre ce qu'on appelle la reconversion parce que je pense qu'elle doit être faite pendant toute la carrière du joueur. La reconversion, ça veut dire qu'on va amener les gens à faire dans l'urgence et à faire très souvent n'importe quoi. Alors que prendre quelqu'un jeune et le suivre et lui donner les moyens de comprendre vers où il va et avec dans quelle structure et avec quelle personne il y va, je pense que ça c'est tout à fait possible. Et la formation des jeunes joueurs aujourd'hui doit passer par ça parce que ça nous donnera des futurs professionnels qui auront une conception, une idée du sport en général et bien sûr de leur spécialité totalement différente et qui se présenteront dans la haute compétition avec un potentiel nettement supérieur à leurs prédécesseurs. Le plus difficile, c'est effectivement la relation avec les médias qui ont une certaine indépendance et qui quand ça gagne, bon, sont avec les gagnants et quand ça perd, sont avec tous ceux qui gueulent. Et ça, c'est toujours difficile à contrôler. Moi, j'ai connu comme joueur une presse qui était amie, c'est-à-dire que les journalistes étaient des amis. Si on leur disait, bon, il ne faut pas marquer ça, il ne faut pas écrire ça, ils n'écrivaient pas. Il y avait une espèce de relation amicale qui ne permettait pas d'aller vers des conflits. Absolument pas. Ensuite, les matchs étaient analysés, mais il n'y avait pas ni analyse, entre guillemets, bête et stupide, ni valorisation permanente. Non, je trouve que c'était relativement sain. Personnellement, je pense que si le sport et le rugby devient un spectacle, et seulement un spectacle, comme c'est le cas dans divers sports et dans diverses nations, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut lui laisser la dimension résultat. On peut accepter de ne pas faire de spectacle, de devoir gagner des matchs de manière difficile, qui ne sont pas spectaculaires, qui correspondent à la volonté pour une équipe de s'accrocher à un résultat et de gagner. Le sport spectacle est un sport qui amène des déviances, je pense, graves, justement parce que c'est l'économie qui prend le pas. Si l'argent est premier, à ce moment-là, on va vers des comportements, vers des attitudes qui ne me conviennent pas forcément. On va vers des situations où la recherche de l'argent oblige le joueur un peu à se prostituer et à devenir un peu a l'obligation d'aller vers des expédients qui ne sont pas particulièrement louables. Je pense bien sûr au dopage. Et malheureusement, on est de plus en plus confronté à cela. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas à l'avenir un retour en arrière parce que on saura revenir à des vraies valeurs, on saura voir que peut-être on peut s'exprimer, on peut avoir une image de marque différente avec des comportements totalement différents et qu'il n'est pas
obligé de gagner beaucoup d'argent pour se valoriser et pour accéder à ce que l'on recherche, tout simplement.